On va revenir à la deuxième information qui est très utile parce que finalement, le chef de l'État a parlé hier. Et vous savez, les hommes politiques, quand ils parlent, c'est toujours ambivalent. Ils ne vont pas vous dire directement les choses. Mais quand vous tenez compte du contexte immédiat et du contexte global, le contexte immédiat, c'est le temps et puis le lieu où le politicien parle à l'instant T. Ça veut dire, au moment où on est sur place là, quand un politicien dit quelque chose maintenant, là où il est en train de dire la chose, la parole là, et puis le temps qu'il a choisi pour dire là, c'est ça qu'on appelle le contexte immédiat. Et puis il y a le contexte global. Le contexte global, ça c'est l'environnement global dans lequel on... Par exemple ici, en 2025, le contexte global de la Côte d'Ivoire, c'est les élections de 2025. Toute question qui est liée aux élections, quels que soient les détails qu'on va donner, le contexte global, c'est l'élection de 2025. Maintenant, quand quelqu'un parle d'un sujet qui a un lien avec les élections, ces détails-là, c'est ce qu'on appelle le contexte particulier. Et maintenant, pourquoi c'est maintenant et devant le corps diplomatique que le chef de l'État choisit de dire des choses que vous allez écouter ici. Et on écoute. Pour ceux qui ont suivi ou qui ont lu, il a d'abord fait son bilan pour dire que ceux qui vont vouloir porter des critiques ou bien des jugements de valeur, qu'ils sachent qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire aspire à se donner des dirigeants qui peuvent soit faire mieux ou bien qui peuvent faire ce que nous avons déjà fait. Ça, c'est un élément qu'il faut retenir. Et de deux, messieurs les membres du corps diplomatique, l'année 2025 est une année électorale pour la Côte. Donc, il situe le contexte global. C'est une année électorale pour la Côte d'Ivoire. Ce processus électoral qui a été enclenché en octobre 2024 avec la révision de la liste électorale verra l'élection présidentielle en octobre 2025. Donc, il dit, le processus là, ça est sur une ligne là, et il n'y a personne qui va faire changer. Il dit, ceux qui pensent qu'on va encore relancer les enrôlements là, il dit c'est fini. Parce qu'il dit, il part du contexte global pour nous dire que ça a commencé en 2024 avec les enrôlements. Et que les enrôlements là, ça c'est déjà fait. On va maintenant vers la suite pour des élections en octobre 2025. Ça veut dire les élections auront lieu en octobre 2025. Et donc là, il n'y a rien qui va empêcher ça. Son ministre de la communication et porte-parole du gouvernement a dit ça ici. Vous avez fermé vos oreilles pour faire semblant. Non, on ne croit pas. Tidjam Tiam, Gbagbo Laurent, et tout ce que vous voulez là, il n'y aura pas d'enrôlement encore, c'est fini. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir ici. Et donc là, les dates et le processus là, il n'y a rien qui va empêcher que les choses se passent comme ça doit se passer. Les élections auront lieu en octobre 2025. Ça, c'est la première chose. C'est une garantie qui a été émise et qui doit rentrer dans les oreilles pour une bonne fois. À cet égard, je voudrais dire qu'il y a 5 ans, exactement en 2020, j'indiquais au corps diplomatique qu'il était de mon intention de ne plus être candidat parce que j'estimais qu'il fallait passer la main à une nouvelle génération. Il dit à ceux qui viennent chaque fois inventer l'histoire, moi, Alassane Ouattara, je connais mon histoire et je suis digne des paroles que j'évoque. En 2020, là, c'est moi, j'étais sorti ici et j'avais même nommé quelqu'un qui devrait, il s'appelait Amadou Gon Coulibaly, qui devrait être candidat. Mais tout le monde sait ce qui s'est passé. Il n'y a pas quelqu'un qui a mis fusil sur ma tête. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a obligé. Je n'ai pas eu qu'on me fasse des leçons de morale. Je suis parmi ceux qui voulaient qu'il y ait alternance pour une nouvelle génération. Là, j'ai été le premier à le faire parmi les politiciens ivoiriens. Parmi les politiciens ivoiriens, j'ai été le premier à le faire. Et ça, je mets quiconque au défi de le dire si c'est faux ou si c'est vrai. Si en 2020, là, Amadou Gon Coulibaly n'avait pas été choisi, au PDC qui était leur candidat.
Malgré que Laurent Gbagbo était en prison, quand il a fait son interview avec Denis Epoté, qu'est-ce qu'il a dit? Que lui souhaiterait être candidat et que l'âge n'a pas d'importance. Ce discours est encore là. Mais Alassane Ouattara avait déjà mis des gens en place pour faire le changement générationnel. Il dit, il faut que les gens se souviennent de cela. Lui n'est pas un assoiffé du pouvoir. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai bien fait d'accepter la proposition de mon parti. Mais malheureusement, Amadou Gon Coulibaly décède. Et le RHDP force la main du président Ouattara pour être leur candidat en 2020. Et dit, mais en tant qu'un humain, quand il s'assoit, son parti et ses partisans n'ont pas fait l'erreur de porter confiance en lui. Et lui non plus ne regrette pas du tout de s'être montré à la hauteur. La confiance qui a été placée en lui, il a montré aux Ivoiriens qu'ils n'ont pas placé une confiance vaine parce que il a fait le travail qui justifie. Et le contexte actuel du monde et de notre pays fait que si tu n'es pas quelqu'un qui a une bonne connaissance de la réalité, si tu n'es pas quelqu'un qui a une bonne maîtrise des événements et une bonne connaissance du monde, il ne regrette pas aujourd'hui parce que s'il était parti en 2020, la Côte d'Ivoire aujourd'hui serait dans des problèmes politiques, dans des problèmes militaires. La maîtrise que lui, Alassane Ouattara, a sur les événements, pour essayer d'accepter certaines choses, ce n'est pas évident que des gens autres que lui puissent accepter cela. Et ça aurait pu nous conduire dans des décisions qui auraient pu être difficiles ou fatales même pour le pays. Et donc quand il passe à tout ça, il ne regrette pas du tout d'avoir accepté la décision d'avoir été candidat en 2020. À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision. Mais il dit, hier, 9 janvier 2020, là, 25, là, lui n'a pas dit à quelqu'un directement, je vais être candidat. Mais il n'a pas aussi dit à quelqu'un, je ne vais pas être candidat. Je vous ai dit qu'un homme politique, là, il y a une manière de parler. Par exemple, un politicien, là, s'il veut te dire que tous les animaux qui ont une colonne vertébrale sont des vertébrés, là, l'homme politique, là, lui, il va te dire non, en fait, là, tous les animaux à sang chaud sont des êtres vivants. C'est la même chose. C'est la même chose. Il n'a rien dit de nouveau. En fait, là, il tient compte des événements pour essayer toujours de laisser une porte de sortie. C'est ce qu'on appelle l'ambivalence du propos politique. Et tout homme politique qui a une bonne maîtrise de la politique et de la science politique ne parle pas comme Laurent Gbagbo. Parler comme ça, bah, parler comme ça, bah, un coup comme ça, bêtement là, non. Il dit, je n'ai pas encore donné ma décision. Je n'ai pas donné ma décision là. Ça ne veut pas dire je ne vais pas donner ma décision. Ça veut plutôt dire je vais donner ma décision. Mais c'est le contexte global qui va justifier ma réponse. Et donc, je peux aussi vous rassurer que je suis en pleine santé. Et voilà. Mais je peux vous assurer que ceux qui se sont promenés, même parmi les militants du RHDP, c'est l'éclaireur avec ses compagnons ici qui ont dit que le président n'était pas malade. Est-ce qu'on avait son bilan de santé? Non. Mais aujourd'hui, le 9 janvier 2025, Dieu merci, le président vient de confirmer ce que la classe EPV disait. C'est nous ici, on a dit que le président n'est pas malade. Le frère Zasso disait que le président était malade. Le président lui-même vient de dire, frère Zasso, qui n'est pas malade. Donc ça lève tout débat. Si Sorogio m'a dit qu'il n'est pas malade, non. Qui peut venir dire aujourd'hui qu'il est malade? Alassane Ouattara aussi dit que lui n'est pas malade. Et quand tu le regardes là, est-ce qu'il ressemble à quelqu'un qui est malade? Donc aujourd'hui là, lui-même il est venu, il a coupé coup. Il dit il n'est pas malade. Mais dans je ne suis pas malade là, ça veut dire quoi? Ça veut dire je serai candidat. Je ne suis pas malade là. Ça veut dire j'ai la pleine possession de mes facultés. Et il n'y a rien qui m'empêche d'être candidat. Maintenant, si les Ivoiriens et le contexte m'obligent à être candidat, et vu que l'article de la loi me le permet, qu'est-ce qui va donc m'empêcher? Et donc, chers militants, soyez cohérents et soyons cohérents.
ayons une appréciation froide des événements pour ne pas anticiper sur des choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a des gens qui disent Alassane Ouattara est vieux. Bon, lui-même, il vient vous dire aujourd'hui, là, être vieux, là, c'est une question de temps. Mais il y a des jeunes qui sont plus cons que les vieux. Il y a des jeunes, là, eux sont des jeunes, mais ils sont très cons. Comme il y a des gens qui ont vieilli, mais qui sont des vieux cons. Exemple, ça existe beaucoup dans la politique ivoirienne. Au PDCI, eux, ils ont un jeune con. Et au PPACI, eux, ils ont un vieux con. Il suffit de regarder leur comportement. Quelqu'un qui ment, et on t'attrape. Mais tu es un con. Son vieux comme son jeune, là, on voit. On leur dit apportez vos bilans. Eux, ils n'ont pas de bilan. Eux, ils n'ont pas de bilan. Leur manière même de parler, ils ne disent rien qui arrange les Ivoiriens. Ah non, mon grand-père Bangio, c'est comme ça. Oh. Ah non, 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 il y avait riz rouge, on a fait ça comme si. En tout cas, ce propos-là, je ne suis pas malade. Ça veut dire, 100 mètres qu'on va courir là, je peux courir même avec l'esprit des jeunes. Et là, ce qui est important, aller dans le contexte particulier, qu'est-ce qu'on voit? Le corps diplomatique en train d'applaudir. Ça ne vous dit pas quelque chose? Le corps diplomatique, quand le président dit « je suis en bonne santé », tu vois les diplomates applaudir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde s'attendait à quelque chose. Eux, ils ont compris le message caché. Et donc, ça veut dire quoi? Je serai candidat. Et eux, ils applaudissent. Est-ce qu'on les a forcés? Ça veut dire, tu viens de nous libérer. On va aller dire à nos partisans, à nos différents présidents, que maintenant, là, on connaît ta position, tu seras candidat. Et ça, là, quand quelqu'un dit quelque chose et puis tu n'es pas content, là, je ne vois pas pourquoi tu vas applaudir. Mais pourquoi le corps diplomatique applaudit? Ça veut dire, tu viens de nous libérer parce qu'aujourd'hui, tout le monde se pose la question. Le seul pays qui est stable dans le golfe de Guinée, là, c'est la Côte d'Ivoire. Et avec un dirigeant d'expérience. On peut nous dire, non, le Sénégal a eu des dirigeants qui ont été élus démocratiquement, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais ils ont quelle expérience? Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, là, le seul président qui a une expérience dans la gestion de la chose de l'État et qui a une bonne connaissance du monde, c'est Alassane Ouattara. Et tu viens, à travers ce que tu viens de nous dire là, ça veut dire la voie de l'expérience va rester encore. Et ça nous rassure en tant que diplomate parce qu'on ne peut pas accepter que soit le pays soit dirigé, le golfe de Guinée soit dirigé par des individus qui même soi-disant démocratiquement élus n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas une bonne connaissance du monde et en plus de cela, une autre partie qui est représentée par des putschistes. Donc tu demeures la seule poche de stabilité et en venant nous dire que tu vas être candidat en 2025, tu viens de nous libérer et c'est pourquoi on t'a applaudi. Ce que je vous dis là, ce n'est pas écrit dans le livre. Un homme là, quand tu sais prendre tes yeux, tes oreilles, et puis tu regardes les événements là, tu peux interpréter les faits. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en pleine santé et désireux de continuer de servir mon pays. Hop! Je suis en pleine santé et désireux de continuer à servir mon pays. Adama, on ne peut pas être plus clair que ça. Et dire, je suis doué. Et puis en plus, là, j'ai moi-même envie de continuer à servir mon pays. Si les gens n'avaient pas applaudi là, ils n'allaient pas dire ça. Alassane Ouattara n'est pas un enfant. Il connaît bien la psychologie humaine. C'est que beaucoup ne savent pas là. Quand il était au FMI là, pour finir là, il a été même le directeur des ressources humaines là-bas. Les gens n'en parlent pas. Tellement il connaît les humains. Tellement il connaît la sensibilité humaine. Et donc, voilà les choses confirmées. Et de façon très simple, c'est notre responsabilité d'expliquer tout. En un mot en français simple, je serai candidat. Ça là, il n'y a plus rien à faire. Pourquoi les gens insistent en applaudissant? Ça veut dire qu'on a compris le message. Et on a aimé. Parce qu'au moins, là, il aura encore une poche de sagesse, une poche d'expérience en Afrique de l'Ouest pour éviter que le golfe de Guinée, l'Afrique de l'Ouest, entre dans le chaos. On ne peut pas laisser l'Afrique de l'Ouest avec des inexpérimentés. On ne peut pas laisser l'Afrique de l'Ouest avec des jeunes gens qui ont été certes élus démocratiquement, mais qui n'ont aucune influence sur les événements.
qui sont tantôt dans le populisme, tantôt en train de flirter avec la démocratie, des jeunes inexpérimentés qui sont militaires. Si toi, Alassane Ouattara, tu dois être le seul homme d'expérience, le seul homme qui a une influence sur l'extérieur, en tout cas, nous, les diplomates, ça nous rassure. Et c'est pourquoi vous voyez les gens en train d'insister à applaudir. Mais comme je l'ai également dit, mon parti dispose d'au moins une demi-douzaine de candidats qui sont dans cette salle. Il dit maintenant là, si Laurent Gbagbo et puis Chaka Diam et puis Tidiane Soro Guillaume là, si par extraordinaire ils réussissent à trouver un tireur d'élite et puis ils payent un fusil pour donner au tireur d'élite là, et puis un jour le tireur d'élite là se positionne et puis il arrive à mettre une balle dans la tête de Ouattara et puis paf, on dit Alassane Ouattara est mort. Il dit il n'y a pas de problème. Ou même là, si l'ange de la mort même veut là, il vient et puis il prend sa machette là et puis lui il le découpe en même temps là. Il dit il n'y a pas de problème. Il dit, dans la salle où je suis là, je vous ai dit que l'homme politique là, pourquoi il ne dit pas 6 personnes, il dit demi-douzaine de personnes. L'homme politique ne parle pas dans le vide. C'est ce que je vous ai dit. Un homme politique, par exemple, je vais vous prendre une idée. Quand tu prends une table, on fait quoi sur une table? Une table, on dépose des objets où on mange dessus. Donc quand on dit une table là, toi tu as déjà une idée. Maintenant la table là, est-ce que c'est l'utilité? Il faut juger la table par son utilité ou bien il faut juger la table par son contexte. Ça veut dire l'idée. Et donc l'homme politique lui va te dire simplement qu'il faut une table. Mais la table qu'il a dit là, il ne faut pas te baser sur le mot table là. Il faut demander table qu'il a dit là. Est-ce qu'une table, là, tu peux prendre une table et puis tu déposes là-bas, mais tu ne manges pas dessus, tu ne fais rien dessus. Est-ce que ça, c'est une table? Non, c'est un meuble là. C'est un décor. Mais une table que tu prends, et puis tout ce qu'on doit faire sur une table, tu fais sur cette table-là. Ce n'est plus la table même que la table, mais c'est l'utilité là, l'aspect utile là, que la table te rapporte là. C'est ça qui est la table et non l'aspect physique. C'est ça le discours politique. Quand un homme politique parle là, pourquoi il ne dit pas 6 personnes? Et puis il dit où ils sont? Il dit ils sont dans la salle là. Ils sont là où je suis assis aujourd'hui là, 9 janvier 2024 là. Ces 6 personnes là sont là là. Mais lui il dit une demi-douzaine de personnes. Mais ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que c'est 6 personnes. Ça veut dire qu'il y a une équipe solide qui est là. Même si moi, Alassane Ouattara, on me tue en ce moment-là. Ces 6 là, je les ai préparés, peuvent diriger la Côte d'Ivoire de façon solide. Si parmi ces 6 là, il y a encore le vice-président qui devait me remplacer meurt là, il y a encore le premier ministre qui est là. Si le premier ministre est encore là, vous arrivez à le tuer là encore là, il y a le gouvernement encore qui est là encore. Ces personnes-là sont parmi ces gens-là et ont chacune et tous la capacité de gérer. Voilà, il y a Olivier Almira qui a donné le mot, on appelle ça l'utilitarisme de Bergson. Je ne voulais pas dire ça pour effrayer les gens. Sinon, c'est ça, effectivement, l'utilitarisme. Et dans d'autres termes, on pourrait parler de conséquentialisme. Et dans le premier cas, l'exemple que j'avais donné, de l'intelligibilité, on pourrait parler de Platon. Donc, ça va être des gens comme nous, comme ça, les petits voyous veulent s'amuser pour venir dire non, 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 on va parler de politique. Allez vous apprêter, hein. Nous, on est mal prêts. Nous, on est très mal prêts. Et donc, les choses sont claires. Et ce que je viens de vous dire là, je sais très bien de quoi je parle. Quand il dit, j'ai une demi-douzaine de personnes là, les 6 personnes là, dans ces 6 personnes là, il y a tout un petit système qui est derrière chacune de ces 6 personnes. Donc, ne prenez pas le chiffre 6. Celui qui fait ça là, pour dire, comme il dit demi-douzaine égale 6 là, tu t'es trompé. Ça veut dire simplement, si moi, Alassane Ouattara, là, les opposants arrivent à me gorger, et puis quand on a fait coup d'État, donc c'est fini pour moi, là, vous ne pouvez pas prendre pouvoir, là. Parce que de la même manière que je suis prêt, là, et que moi-même, je représente tout un système interne et externe, interne en Côte d'Ivoire comme externe dans le monde, là. Chacune de ces 6 personnes, là, si vous voulez, représente aussi un petit système. C'est ce qu'on appelle un engrenage. Et donc, même si vous arrivez à me tuer, ou même Dieu même me tue, là, il n'y a pas de problème. Ces 6 personnes-là, je les ai déjà préparées et chacun représente un système. Et je viens de vous le dire en fonction de la nouvelle constitution de 2016. Donc là, tout est déjà balisé.
Et si vous remarquez, quand il a fini de dire ça, il a baissé la tête et puis il a commencé à sourire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, les gens ne savent pas dans quoi ils sont, mais j'ai déjà fini de tout préparer. C'est ce que ça veut dire. Quand tu es dans une situation et puis tu maîtrises la situation, est-ce que tu paniques? Si vous avez bien remarqué, reprenez là, quand il a fini de dire ça, il a baissé la tête et puis il a souri. Ça veut dire qu'il n'y a rien à craindre, tout est sous contrôle. Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la digne classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre L'homme Ouattara. C'est l'émoi en ce moment chez les opposants. Pourquoi? Le maître du jeu politique a choisi, que dis-je, a décidé que le moment était venu de se retrousser les manches pour prendre sa place de leader autour de la table de jeu. Sans bluff, mais avec sa stratégie politique légendaire. Fin psychologue, il a obligé ses adversaires à revoir leur copie. Il a placé un premier collaborateur. Oui, il a aussi parlé. Pas longtemps, mais ce tout petit bout de discours a suffi pour être étudié, interprété, scruté à la loupe par ses adversaires. Mais le maître reste droit dans ses babouches. Savez-vous que nous avons coutume de le désigner sur la plateforme d'éclaireur Pro-Vérité sous l'appellation d'aigle royal? Et bim, dans mes recherches, je tombe sur les 7 principes de leadership enseignés par l'aigle de Jérémy Ngumbi, qui dit en substance que 1. L'aigle vole seul et à haute altitude. Et oui, le président Ouattara n'est pas camarade de quelqu'un. Il ne marche pas avec les pépéros. 2. Il a une vision précise et ne rate jamais sa cible. Alors, qui oserait dire le contraire? Il a toujours raison. 3. L'aigle se nourrit sainement. Il ne consomme pas la charogne. Non, 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 non. Le président Ouattara mange équilibré et sain. Et il pète la forme. 4. L'aigle aime la tempête. Il l'utilise pour se lever très haut. Oui, oui, oui. Avec le président Ouattara, il en est ainsi. Il puise toujours sa force dans l'adversité. Et il étonne tout le temps ses adversaires. 5. L'aigle est très sélectif dans le choix de sa partenaire. Ben oui, dès qu'il l'a vu, il a su que c'était elle sa moitié sucrée, définitive. Et vous voyez aujourd'hui ce que ça donne. Un accord parfait. Pas le genre à venir s'étendre sur les réseaux sociaux, sur le comment du pourquoi, sur de nouveaux mariages. Non, il ne mange pas de ce pain, le président Ouattara. 6. L'aigle prépare méthodiquement son petit afin de le responsabiliser. Bah oui, tout le monde voit, hein? Il n'y a rien à dire. 7. L'aigle a le secret de l'élixir de la jouvence. Bah oui, il a dit. Il a dit lui-même qu'il était en bonne santé. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc qui évoque un sujet tellement profond. Et ne serait-ce qu'à prendre le dernier, j'invite tout le monde à taper le psaume 102. Vous verrez, on vous dit, tu renouvelles comme l'aigle ta jeunesse. Sachez que dans la Bible, l'aigle est vu comme cet animal-là qui a la capacité de se régénérer. Et voyez-vous, elle vient de vous donner ici les 7 principes même du leadership. Un leader, là, il a toujours une vision. Et un leader, là, il ne peut pas en avoir 2 ou 3. Il peut avoir des chefs, mais le leader est toujours seul. Le leader est toujours seul parce que sa vision, là, ce n'est pas tout le monde qui comprend. Mais lui, il sait où il va. Et donc, il n'a pas aussi besoin de la masse. Et comme elle le dit, de la distance où il se trouve, il voit avec précision ce qu'il veut toucher. Est-ce qu'on ne parle pas d'avoir l'œil de l'aigle là?
Mais surtout, l'aigle ne mange jamais les choses qui ont été déjà tuées. L'aigle ne tombe pas dans la pourriture. On a vu des gens ici aller sortir avec les femmes de leurs collaborateurs. Quand tu es un leader, tu ne fais pas ça. Quand tu es un vrai, tu ne fais pas ça. Tu ne profites pas des opportunités. L'aigle aime la tempête, comme disait Mère Blanc. Demandez-nous, qui avons été les partisans du docteur Ouattara, qu'est-ce qui a été... Rien n'a jamais été facile pour nous. Mais ce qui naît de la tempête est la vraie réalité des choses qui résistent. Tout ce qui naît dans la difficulté est la chose qui mérite de survivre et de vivre. Et je vous rappelle l'histoire dans Zarathustra de Friedrich Nietzsche. Tout ce qui ne te tue pas te rendra fort. Et avec le temps, on se rend compte que on n'a pas eu tort de suivre le grand leader. Parce que ces actes viennent nous renforcer pour nous dire « Vous avez fait le bon choix de croire en moi. Et moi, je ne vous ai pas déçu. Regardez d'où nous venons. Regardez ce que nous avons traversé. Mais regardez surtout ce que j'ai fait pour la Côte d'Ivoire. Il n'y a personne avant moi qui l'a fait. » Et l'aigle n'est pas dispersé. Et c'est un conseil qu'on donne à tous les jeunes. Si tu veux réussir, il n'y a pas beaucoup de secrets, que tu sois femme ou homme. Contrôle ta sexualité. Si tu veux réussir dans cette vie-là, contrôle ta sexualité et purifie tes pensées. Si tu veux là, il ne faut même pas être dans une religion. Je le dis et je le répète. Si tu veux là, il ne faut même pas croire en Dieu. Si tu contrôles ta sexualité et tu contrôles tes pensées, tu ne penses pas mal de quelqu'un et ta sexualité tu contrôles, frère, tu ne seras jamais malheureux. Tu ne seras jamais malheureux. Parce que l'acte sexuel là, ce n'est pas un acte gratuit. C'est un échange d'esprit. C'est un échange d'esprit. Le garçon là, lui se sépare d'un esprit qu'il implante ça dans la femme, même s'il n'y a pas eu de grossesse. Et donc là, une fois que tu fais attention à ça, il y a beaucoup de mauvaises choses là qui ne vont pas t'arriver. Il y a des choses imprévues qui ne vont pas t'arriver. Et si ta pensée elle est positive, tu ne penses pas mal de quelqu'un. Mon frère, la nature même n'a rien contre toi. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, c'est leur imagination. Mais tu as une barrière, tu as une armure parce que tu ne penses pas du mal. La nature ne te trompe pas. Et la nature n'a pas de sentiment pour dire non, non, non. Comme tout le monde déteste l'éclaireur là, donc on va lui faire du mal. En voulant tuer Jésus, vous lui avez permis d'accomplir la prophétie. En voulant le tuer là, il vous a vaincu au-delà de la mort. Donc finalement, qui a gagné? C'est comme ça la nature. Et donc là, les hommes intelligents savent lire les signes de la nature et s'en inspirer. Et donc vous les jeunes qui voulez réussir, faites beaucoup attention. Si tu prends ta sexualité dans ta jeunesse pour t'amuser là, à 40 ans, les gens vont penser que tu as 60 ans. Ça c'est d'abord les conséquences physiques. Ah mais toi-même là, tu as quel âge même? Ah non, j'ai 40 ans mais j'ai insuffisance rénale. Mais tu vas voir des vieux là. Ils ont 70 ans, 80 ans. Mais quand tu les regardes, on est des jeunes. La vie là, c'est comme un livre. Il faut lire et comprendre comment toi-même là, la vie fonctionne pour toi. La vie là, ce n'est pas un hasard pour dire non, non, il faut avancer dans le vide. Chaque vie là, de la manière Dieu nous a créés là, et puis chacun est unique là. C'est pour dire que moi, Dieu là, je n'ai pas pris de témoin pour te créer. Donc toi-même, ta vie là, il faut comprendre. Toi, tu es qui? Pourquoi tu es là? Et qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que toi, tu t'es une fois posé ces trois questions-là? Le Chao Issouf Ouattara, est-ce que tu t'es une fois posé la question que toi-même là, tu es qui? Tu es ici pourquoi? Et qu'est-ce que tu vaux réellement? Quand tu te poses ces trois questions, forcément, tu vas comprendre ta vie. Tu ne vas pas agir comme tout le monde. Et tu n'accepteras pas d'être le jugement de tout le monde, mais tu accepteras d'être toi-même. Et donc, tu seras unique comme Dieu. Et quand tu es unique comme Dieu, ça veut dire que tu connais ton chemin. Et quand tu connais ton chemin, ça veut dire que tu traces ton propre enfer comme ton propre paradis.